En 1958, l'équipe de France, surnommée les Bleus, a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant un conte de fées lors de la Coupe du monde en Suède. Peu considérée avant le début du tournoi, mais forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style de jeu offensif flamboyant baptisé football champenois. Elle a non seulement décroché la 3e place, le meilleur résultat de l'histoire du football français à cette époque, mais a aussi offert un football envoûtant, de véritables artistes du terrain. Les Bleus ont transformé chaque match en un spectacle. Mais derrière ces moments de gloire et ces exploits historiques se cachaient des individus au destin singulier. Plus de 60 ans ont passé, le temps, tel un torrent, a effacé leur jeunesse, laissant des traces indélébiles dans leur vie. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi la tranquillité d'un commerçant, et d'autres encore ont dû interrompre leur parcours, rongés par les regrets. Replongeons-nous dans le passé et découvrons la vie des 12 mousquetaires, ce qui incarnait l'âme de la génération dorée française de 1958. Just Fontaine, Post, Attaquant. Dans l'équipe de France de 1958, Just Fontaine était un phénomène, un véritable tueur dans la surface de réparation. À 24 ans, le jeune homme né à Marrakech réalisa l'impensable. Inscrire 13 buts en seulement 6 matchs. Doté d'un sens inné du placement, d'une vitesse fulgurante et d'une grande variété de gestes techniques, du pied comme de la tête. Fontaine fit de la Coupe du monde 1958 son unique terrain de jeu. Il joua non seulement avec des chaussures empruntées à son coéquipier Stéphane Bruet, les siennes étant cassées, mais aussi avec une inspiration inépuisable. La performance de Fontaine cette année-là fut non seulement excellente, mais unique, un record immortel qui défie toute limite du temps. Après son triomphe en Suède, la carrière de Fontaine au Stade de Reims connut un essor fulgurant. Il atteignit la finale de la Coupe d'Europe en 1959 et remporta plusieurs titres de champion de France. Cependant, le destin frappa alors qu'il était au sommet de sa gloire. Une terrible fracture de la jambe contraignit celui que l'on surnommait l'homme sans poumon à mettre un terme à sa carrière à seulement 28 ans, l'âge idéal pour un joueur. Refusant de se laisser abattre, Fontaine se tourna vers une carrière d'entraîneur. Il dirigea l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, qu'il contribua à faire monter en Ligue 1, et surtout l'équipe nationale marocaine, sa seconde patrie. Il fut également cofondateur du syndicat des joueurs professionnels de France, UNFP, et lutta sans relâche pour les droits de ses successeurs. Après avoir quitté les feux de la rampe, la vie personnelle de Just Fontaine fut empreinte d'optimisme et de joie. Il ouvrit un magasin de sport, Gusto Sport, devint un commentateur sportif plein d'esprit et un grand-père respecté. Bien que le record de 13 buts lui restât en travers de la gorge, Fontaine ne fit jamais preuve d'arrogance. Il menait une vie simple et heureuse, évoquant souvent l'anecdote des chaussures empruntées comme un beau souvenir de camaraderie. Sa générosité et son sourire constant faisaient oublier à tous la douleur de sa retraite prématurée. Il semblait que la férocité d'un buteur s'était muée en une grande finesse dans ses relations avec autrui. Cependant, ce parcours exceptionnel a dû s'interrompre. Le 1, Air Mars 2023. Just Fontaine s'est éteint à Toulouse à l'âge de 89 ans. Son décès a laissé un immense vide dans le cœur des supporters de football. L'héritage qu'il nous laisse, ce ne sont pas seulement 13 buts historiques, mais aussi une histoire de résilience, celle d'un homme qui a su surmonter l'adversité pour vivre une vie pleine et riche de sens. Raymond Kopa, Post, milieu offensif/attaquant. Si Fontaine était le fer de lance, Raymond Kopa était le cerveau de l'équipe de France de 1958. À 26 ans, Kopa arrivait à la Coupe du monde auréolé de son statut de star du Grand Real Madrid. Malgré sa petite taille, il possédait une technique de dribble éblouissante, un sens du jeu exceptionnel et une intelligence tactique hors du commun. Surnommé le Napoléon du football, il était le véritable maître à jouer, offrant à Fontaine des occasions en or. Sa performance en Suède fut une combinaison parfaite d'art et d'efficacité, lui permettant de remporter le Ballon d'Or la même année et de confirmer son statut de l'un des plus grands joueurs du siècle. De retour de la Coupe du monde, Kopa continua de briller avec le Real Madrid, remportant 3 Ligues des champions consécutives avant de retourner dans son ancien club, le Stade de Reims. Il joua sans relâche jusqu'à sa retraite en 1967.
Contrairement à nombre de ses contemporains qui rencontrèrent souvent des difficultés financières après leur retraite, Copa se révéla un homme d'affaires avisé. Il fut le premier joueur à tirer profit de sa notoriété pour bâtir une marque personnelle en créant le groupe sportif Copa. Pourtant, son nom est spécialisé dans les vêtements de sport, qui connut un immense succès en France. Issu d'une famille d'immigrants polonais pauvres et ayant perdu un doigt enfant en travaillant dans les mines de charbon, la vie de Copa fut une véritable épopée. La ténacité et la résilience acquises durant ces années de dur labeur forgèrent un Copa courageux, tant sur le terrain de sport que dans les affaires. Il vécut sa vieillesse dans le plus grand respect du public, apparaissant toujours avec l'élégance d'un gentleman accompli. Il s'engagea également activement dans des actions sociales, notamment auprès d'enfants défavorisés. L'intelligence et la vision d'un maestro sur le terrain lui servirent dans sa vie, lui permettant de bâtir un solide empire commercial. Mais le cœur du Napoléon du football dut lui aussi s'éteindre. Le 3 mars 2017, Raymond Copa s'éteignait à l'âge de 85 ans après une longue maladie. Il emportait avec lui une part de l'histoire héroïque du football français, laissant à la postérité une leçon de volonté, celle de changer son destin, même démuni. Roger Piantoni, posté. Ailier gauche/attaquant. Roger Piantoni était le troisième maillon du fameux trio atomique de l'équipe de France de 1958, aux côtés de Copa et Fontaine. À 26 ans, doté d'un pied gauche d'une précision chirurgicale et de frappes lointaines tonitruantes, Piantoni terrorisait toutes les défenses. Il marquait, délivrait des passes décisives et contribuait au jeu offensif flamboyant des Bleus. Son entente avec ses coéquipiers, forgée au stade de Reims, avait créé une connexion quasi télépathique sur le terrain. Piantoni n'était pas seulement un bon joueur, il était le catalyseur qui a permis à ce style de jeu, dit champagne, d'éclore avec brio. Après la Coupe du Monde, Piantoni continua d'être un pilier de Reims, dominant le football français avec l'équipe et atteignant la finale de la Ligue des Champions. Cependant, une grave blessure au genou lors d'un match amical international le priva de sa vitesse et de son explosivité, compromettant ainsi le sommet de sa carrière. Après son départ de Reims, il rejoignit Nice pour y disputer les dernières années de sa carrière. Quittant les terrains, Piantoni choisit une vie paisible, loin du tumulte médiatique. Il retourna à Nancy, où il avait débuté sa carrière, et travailla comme consultant sportif pour la télévision et la radio. La vie personnelle de Piantoni était d'une grande simplicité. Profondément attaché à sa Lorraine natale, on le voyait souvent dans les tribunes du stade Marcel Picot à Nancy, veillant sur des générations de jeunes joueurs. Il était un symbole de fidélité et d'amour inconditionnel pour le football. Contrairement à ses tirs tonitruants sur le terrain, Piantoni était, dans la vie, calme, humble et doux. Il prenait toujours le temps de signer des autographes pour les supporters et de partager, avec une fierté non dissimulée, les beaux souvenirs de l'été 1958. Il était le lien entre un passé héroïque et le présent. Un grand-père bienveillant qui a toujours gardé la flamme de la passion allumée en lui. Cependant, le dernier coup de sifflet de sa vie a également retenti. Le 26 mai 2018, Roger Piantoni s'est éteint à Nancy à l'âge de 86 ans. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, le dernier membre de ce trio d'attaque légendaire rejoignant l'éternité. Robert Jonquet, poste. Défenseur central / capitaine. À 33 ans, Robert Jonquet était le pilier, le roc de la défense française lors de la Coupe du Monde 1958. Calme et posé, doté d'une excellente lecture du jeu et d'une maîtrise défensive hors pair. Il fut surnommé le héros de Highbury après une performance légendaire contre l'Angleterre. En Suède, Jonquet était le défenseur central le plus fiable. Son image la plus tragique et héroïque reste celle de la demi-finale contre le Brésil de Pelé. Jonquet se fractura la jambe suite à un choc. Mais comme les remplacements n'étaient pas autorisés à l'époque, il dut prendre des antidouleurs, se bandeur la jambe et continuer à jouer en boitant, comme un ailier, pour ne pas imposer son infériorité numérique à ses coéquipiers. Après ce tournoi riche en émotions, Jonquet continua de se consacrer au stade de Reims avant de rejoindre Strasbourg pour y terminer son illustre carrière. Il est considéré comme l'un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire du football français. Après avoir raccroché ses crampons, Jonquet se tourna vers l'entraînement, dirigeant Strasbourg puis retournant à Reims.
Bien que sa carrière d'entraîneur n'ait pas été aussi brillante que sa carrière de joueur, il a toujours suscité un profond respect chez ses élèves grâce à son caractère exceptionnel et à sa connaissance approfondie de l'art défensif. La vie quotidienne de Jonquet reflétait parfaitement sa personnalité sur le terrain. Discipliné, sérieux et responsable, il se tenait à l'écart des affaires et consacrait son temps à sa famille et à l'étude du football. Homme de famille exemplaire, discret et soucieux de préserver l'intimité de ses proches. Son sacrifice silencieux en demi-finale de 1958 semblait sceller son destin, toujours prêt à porter le fardeau des difficultés et de la souffrance pour le bien de l'équipe. Il passa ses dernières années dans la région de Reims, où il fut honoré comme une figure emblématique. Cependant, le parcours de ce courageux capitaine s'est brutalement interrompu. Le 18 décembre 2008, Robert Jonquet s'est éteint à l'âge de 83 ans. Sa disparition a ravivé le souvenir de ce capitaine à la jambe cassée, imperturbable sur la pelouse suédoise, symbole éternel de courage et de persévérance. Jean Vincent, posté, ailier gauche. Jean Vincent, âgé de 27 ans, lors de la Coupe du Monde 1958, était un véritable ouragan sur le flanc gauche de l'équipe de France. Doté d'une vitesse fulgurante, d'une technique irréprochable et de centres millimétrés, Vincent était le principal pourvoyeur de ballons pour Fontaine et Copa. Il a disputé les 6 matchs de la Coupe du Monde, inscrit un but et a toujours fait preuve d'un enthousiasme débordant. Vincent savait non seulement attaquer, mais il n'hésitait pas non plus à redescendre pour soutenir la défense, contribuant ainsi à l'équilibre du jeu offensif de l'équipe de France. Joueur travailleur et professionnel, il était animé d'une passion indéfectible pour le drapeau français. Après une brillante carrière de joueur à Reims, couronné de nombreux titres de champion, Jean Vincent s'est tourné vers l'entraînement, où il a véritablement bâti son héritage. Il est devenu le principal artisan de l'âge d'or du FC Nantes, instaurant le fameux « jeu à la nantaise », un style de jeu basé sur la fluidité des mouvements et des passes courtes et intelligentes. Il a également connu un grand succès à la tête de l'équipe nationale du Cameroun lors de la Coupe du Monde 1982 et a entraîné des clubs en Afrique du Nord. Surnommé le missionnaire du football, Vincent a diffusé la philosophie d'un beau football à travers le monde. Dans la vie, Jean Vincent était un homme rayonnant et ouvert, toujours plein d'énergie positive. Il avait un don incroyable pour inspirer, non seulement les joueurs, mais aussi son entourage. Sa vie a été riche en voyages et en découvertes culturelles, de l'Afrique au Moyen-Orient. Il ne recherchait pas le repos, mais était toujours en quête de nouveaux défis. La souplesse et la vitesse d'un ailier d'antan se sont muées en le dynamisme et l'audace d'un grand entraîneur. Il vivait pleinement sa passion, considérant le terrain comme sa maison et le ballon comme son âme sœur. Mais l'aventure du missionnaire prit-elle aussi fin? Le 13 août 2013, Jean Vincent s'éteignit à l'âge de 82 ans. Il nous quitta, mais la philosophie du football, l'art pour l'art, qu'il avait instaurée à Nantes, perdure, continuant d'inspirer des générations d'entraîneurs et de jeunes joueurs. Marian Wisniewski, poste, ailier droit. Marian Wisniewski était le benjamin de l'équipe de France de 1958. À seulement 21 ans, il s'imposa comme titulaire sur l'aile droite grâce à son talent inné. Tout comme Copa, Wisniewski était d'origine polonaise, descendant de mineurs du nord de la France. Doté d'une vitesse fulgurante et d'une technique de dribble exceptionnelle, il apportait un soutien précieux aux joueurs plus expérimentés en attaque. En disputant les 6 matchs de la Coupe de France et en inscrivant 2 buts, Wisniewski prouva que l'âge n'est qu'un chiffre quand on possède le talent et le courage. Il incarnait la jeunesse et la volonté d'affirmer une nouvelle génération. Après la Coupe du Monde, la carrière de Wisniewski l'a mené dans de grands clubs comme Lens, le Sampdoria Italie, Saint-Étienne et Sochaux. Son choix de rejoindre l'Italie à cette époque était audacieux, témoignant de son courage et de son ambition de conquérir l'Europe. Bien qu'il n'ait pas remporté autant de titres collectifs que ses coéquipiers à Reims, Wisniewski a toujours été considéré comme l'un des meilleurs ailiers de sa génération. Après sa retraite, il a choisi une vie paisible, loin des projecteurs, et est retourné dans la Provence ensoleillée et venteuse pour profiter de sa retraite. Wisniewski était très discret sur sa vie privée.
Il ne s'est jamais impliqué dans le coaching ni dans les médias, préférant passer son temps en famille et se consacrer à sa passion pour le tennis et la pétanque. Sa vie s'est déroulée paisiblement, contrastant fortement avec ses performances enflammées sur le cours des années auparavant. Il fut longtemps le dernier témoin vivant de la composition de départ lors de la demi-finale contre le Brésil en 1958. Sa simplicité et son humilité ont rendu d'autant plus précieux le souvenir de cette star qui, jadis, avait fait vibrer l'Europe, mais qui avait choisi une vie retirée à un âge avancé. Cependant, la loi de la vie et de la mort n'épargne personne. Le 3 mars 2022, Marian Wisniewski s'est éteinte à Carpentras à l'âge de 85 ans. Sa disparition a également marqué les adieux d'une génération dorée, clôturant les pages héroïques de l'histoire du football français des années 50. Armand Penverne, poste, milieu défensif/défenseur. Armand Penverne, âgé de 31 ans lors de la Coupe du Monde 1958, était l'infatigable pilier de l'équipe de France. Évoluant au poste de milieu défensif et parfois de défenseur, il était un élément clé du jeu, celui qui, dans l'ombre, nettoyait les espaces pour permettre aux joueurs offensifs de briller. Penverne porta les brassards de capitaine lors du match pour la 3e place, suite à la blessure de Jonquet, témoignant ainsi d'un grand prestige et d'une forte influence dans le vestiaire. Joueur infatigable et altruiste, il n'hésitait pas à s'engager dans les duels et possédait une endurance hors du commun. Son rôle, discret mais irremplaçable, était essentiel au système tactique des Bleus. Après son succès en Suède, Penverne a continué à jouer pour Reims, remportant un nouveau championnat national et atteignant la finale de la Coupe d'Europe en 1959. Il a ensuite rejoint l'Étoile Rouge de Belgrade et Limoges en tant qu'entraîneur-joueur. Après sa retraite de footballeur, il a poursuivi sa carrière d'entraîneur, dirigeant des équipes comme Marseille, brièvement, et des clubs locaux. Penverne s'est également essayé au monde des affaires et a été représentant d'une marque de sport, faisant preuve de dynamisme et d'une grande capacité d'adaptation à la vie après le football. Dans la vie, Armand Penverne était un homme travailleur, sérieux et responsable. Né en Bretagne, il portait en lui le caractère des Bretons, robuste, inébranlable et sincère. Il mena une vie discrète mais riche de sens, toujours respecté par ses anciens coéquipiers pour son dévouement. L'image d'un guerrier silencieux sur le terrain se reflétait dans sa vie, faisant de lui un pilier pour sa famille et sa communauté. Il passa ses dernières années à Marseille, où il trouva la sérénité au bord de la Méditerranée. Cependant, le parcours de ce capitaine dévoué prit fin. Le 27 février 2012, Armand Penverne s'éteignit à l'âge de 85 ans. Sa disparition nous rappelle l'importance des héros discrets, ces figures emblématiques qui permettent à la gloire de rayonner. Jean-Jacques Marcel, poste. Défenseur central/milieu de terrain. Jean-Jacques Marcel, 27 ans, était un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain. Lors de la Coupe du Monde 1958, il fut un pilier de la défense, disputant 5 matchs avec assurance et intelligence. Marcel se distinguait par son excellent jeu de tête, sa technique et la précision de ses passes offensives depuis l'arrière. Défenseur moderne, il savait non seulement dégager le ballon, mais aussi le relancer. Son calme contribuait à équilibrer la spontanéité des attaques, forgeant ainsi une équipe de France harmonieuse. La carrière de Marcel s'est déroulée à Marseille, Sochaux et Toulon. Il fut l'un des rares joueurs de sa génération à évoluer professionnellement jusqu'à l'âge de 34 ans. Après avoir raccroché les crampons, Marcel retourna dans sa ville natale de Brignoles et reprit l'exploitation viticole familiale. Il devint un négociant en vins prospères, exportant les grands crus de Provence à travers le monde. Ce changement de cap révéla un homme d'intelligence, capable de chérir les valeurs traditionnelles et doté d'une grande clairvoyance. La vie personnelle de Marcel était paisible et prospère. Il vivait au milieu de vastes vignobles, profitant pleinement de la vie de propriétaire terrien. L'élégance et le raffinement de son jeu s'exprimaient désormais dans sa passion pour le vin, qu'il appréciait et commercialisait. Rarement présent dans les médias sportifs, il conservait néanmoins d'excellents contacts avec ses anciens coéquipiers.
Marcel est la preuve qu'un footballeur peut connaître un succès éclatant dans un domaine totalement différent après sa retraite. Mais la vie est comme une bouteille de vin, tantôt pleine, tantôt vide. Le 3 octobre 2014, Jean-Jacques Marcel s'est éteint à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui le doux souvenir d'une brillante carrière de footballeur et la réussite d'un homme d'affaires talentueux. Raymond Cailbel, poste, défenseur central. Raymond Cailbel, 26 ans, était un autre pilier de la défense française. Originaire d'Alsace, il incarnait la discipline et la force caractéristiques de sa région. Il a disputé les 6 matchs de la Coupe du Monde 1958, affrontant directement les meilleurs attaquants du monde de l'époque. Doté d'un physique idéal et d'un jeu agressif, n'hésitant pas à s'engager dans les duels, Cailbel terrorisait ses adversaires. Avec Jonquet, il formait un rempart infranchissable devant le but. Après la Coupe du Monde, Cailbel poursuivit une brillante carrière à l'AS Monaco avant de retourner à Strasbourg. Il fut un membre clé de l'équipe monégasque qui réalisa le doublé en 1963. Après sa retraite de joueur, Cailbel ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur, mais opta pour le commerce. Il ouvrit un bar-tabac à Strasbourg, qui devint un lieu de rencontre prisé des amateurs de football locaux. Il y menait une vie sociale active, discutant quotidiennement de football et de la vie avec ses clients. Raymond Cailbel était drôle, franc et très accessible. Il ne s'est jamais considéré comme une star, mais comme un ami pour tous. La force et la combativité sur le terrain laissaient place à l'hospitalité et au rire chaleureux d'un patron de bar. Sa vie s'est déroulée simplement, mais emplie de rire et de l'affection des supporters de sa ville natale. Il était un symbole du football alsacien, un fils exceptionnel qui est toujours resté fidèle à ses racines. Cependant, ce parcours a lui aussi dû s'interrompre. Le 17 avril 2007, Raymond Cailbel s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sa disparition a laissé un vide immense au sein de la communauté strasbourgeoise, qui perdait un ami, une figure emblématique et chère à son cœur. André Laurent, poste, arrière gauche. André Laurent, 27 ans, était un défenseur fiable sur le flanc gauche. Contrairement à beaucoup de défenseurs de cette époque qui ne savaient que défendre, Laurent possédait une excellente technique et la capacité de se projeter efficacement vers l'avant. Il a disputé les 6 matchs du tournoi, faisant preuve d'une remarquable régularité. Laurent était un joueur à la fois calme et combatif, gardant toujours son sang-froid même dans les situations les plus tendues. Leader discreet, il compensait et corrigeait les erreurs de ses coéquipiers. La carrière de Laurent fut intimement liée à Lyon, puis au Stade français. Capitaine exemplaire de l'Olympique lyonnais pendant de nombreuses années, il contribua grandement à bâtir les fondations du club. Après sa retraite sportive, Laurent travailla dans l'industrie du papier et de l'emballage, où il devint un directeur commercial performant. Homme cultivé, doté d'un esprit logique et d'un sens aigu du management, qualités qui lui permirent de réussir aussi bien sur le terrain que dans les affaires. La vie privée de Laurent était d'une grande discrétion. Humble, il parlait peu de lui. Il consacrait l'essentiel de son temps libre à sa famille et à des loisirs raffinés. Le calme et l'assurance d'un latéral gauche l'ont accompagné tout au long de sa vie, lui permettant de gérer sa vie professionnelle et familiale en toutes circonstances. Il était respecté pour son intégrité et son mode de vie exemplaire. Mais ensuite, la vieille garde dut elle aussi se retirer. Le 8 avril 2018, André Laurent s'est éteint à l'âge de 87 ans. Il est parti paisiblement, laissant derrière lui l'image d'un défenseur intelligent et d'un homme de grande valeur. Claude Abbas, poste, gardien de but. Claude Abbas, 31 ans, a débuté le tournoi sur le banc avant de s'imposer comme titulaire lors des 4 derniers matchs importants, dont la demi-finale et le match pour la 3e place. Gardien de but de Saint-Étienne, il était réputé pour son courage et ses excellents réflexes. Malgré une taille moyenne, Abbas compensait par un placement judicieux et des déplacements intelligents. Véritable rempart, il rassurait ses coéquipiers par son calme et sa grande expérience. Après la Coupe du Monde, Abbas est resté une légende de Saint-Étienne, contribuant à la victoire du club lors de son premier championnat national et de sa première Coupe de France. Ce qui était particulièrement intéressant chez Abbas, c'est qu'il était aussi ingénieur. Après sa retraite sportive, il a travaillé au Centre de recherche nucléaire de Saclay. Ce parcours, extrêmement rare pour un footballeur, témoignait de son intelligence remarquable et de sa soif d'apprendre. Il était la preuve vivante que les footballeurs ne sont pas que des muscles. Après sa carrière de footballeur, la vie d'Abbas s'est tournée vers l'intellect et la recherche. Il menait une vie discrète, passionné par les sciences et l'ingénierie.
La précision et la méticulosité d'un gardien de but et d'un ingénieur se mêlaient en lui. Il apparaissait rarement aux événements footballistiques prestigieux, préférant le calme du laboratoire et de sa famille. C'était un véritable intellectuel dans le monde des shorts et des maillots. Cependant, le parcours de cet ingénieur de talent s'est interrompu. Le 11 avril 2008, Claude Abs s'est éteint à l'âge de 80 ans. Sa disparition a été une perte pour le monde du football et pour celui des sciences et des technologies. Yvon Douy, poste, attaquant. Yvon Douy, 23 ans, était un jeune attaquant plein de promesses, bien qu'il n'ait disputé qu'un seul match lors de la Coupe du Monde 1958, le match pour la 3e place contre l'Allemagne de l'Ouest. Il a marqué les esprits en inscrivant un but, contribuant ainsi à la victoire historique 6-3. Douy possédait une excellente technique, une finition redoutable et une vision du jeu moderne. Son faible temps de jeu n'était pas dû à un manque de talent, mais à l'ombre imposante du trio Copa-Fontaine-Piantoni. Il était un atout pour l'avenir du football français de l'époque. La carrière de Douy fut ensuite couronnée de succès. Il porte les maillots de Lille, du Havre, de Monaco et de Cannes et fut élu 2 fois meilleur joueur français de l'année, une distinction prestigieuse. Il fut l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 dans les années 60. Après sa retraite, il mena une vie paisible à Nice, loin du tumulte. Il participait régulièrement à des matchs de charité et entretenait de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers. Douy était doux, attachant et toujours optimiste. Il était satisfait de son rôle dans l'histoire, même s'il ne fut que secondaire dans l'épopée de 1958, mais de son rôle principal dans sa propre carrière. Il a passé une retraite paisible sur la magnifique Côte d'Azur, en harmonie avec ses voisins. Il était l'un des derniers membres encore en vie de l'équipe de 1958 à avoir été témoin des transformations du football mondial au fil des décennies. Puis, la dernière flamme s'est éteinte. Le 28 janvier 2021, Yvon Douy s'est éteint à l'âge de 85 ans des suites de complications liées à la COVID-19. Sa disparition a marqué la fin de l'histoire de la première génération dorée du football français.